Sandrine Lambert est anthropologue, elle est doctorante à l'Université Laval et elle a lancé sur nos ondes, ici, il y a 2 semaines, une nouvelle chronique, un nouveau segment qu'elle a intitulé Technopolitique, dans lequel elle explore l'impact des nouvelles technologies sur notre façon de vivre ensemble, sur notre façon de faire société, pour reprendre une expression à la mode. Ta chronique, Sandrine, s'appelle Technopolitique, mais tu as rebaptisé le segment d'aujourd'hui Enchantement et préjudice. On dirait le nom d'un roman anglais classique, ouais. Sur orgueil et préjugé. Voilà, orgueil et préjudice. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ça, je veux rassembler, essayer d'explorer une petite réflexion autour de la technologie et de la magie, parce qu'il y a des impacts sociaux autour de cette question. Puis je me demandais, toi Philippe, est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu t'es dit face à une technologie, c'est magique? Ce que je suis en train de voir, par exemple, quand tu as fait une visio avec des amis la première fois. Ben, j'avoue que quand je tape quelque chose dans ChatGPT, là, je suis assez impressionné. Oui, ça fait ça. Ouais. Moi aussi, effectivement, c'est le genre de moment où on se souvient qu'on a été impressionné. Pareil pour le premier courriel, pour les plus vieux. Là, les jeux vidéo aussi sont une source d'émerveillement technologique. T'es peut-être pas une gameuse, mais ceux qui le sont, oui. Mais non. D'accord. Mais oui, non. En tout cas, je l'ai été et je tente de le redevenir. Mais oui. Et donc, effectivement, moi, par exemple, c'est des choses, je me souviens la première fois aussi que j'ai utilisé un deuxième écran, tu sais, le sidecar avec Apple. Ça t'en prend pas gros. Oui, un deuxième écran. Ouais, non, mais pas juste le deuxième écran, mais quand tu glisses ta fenêtre sur le deuxième écran, le fait qu'elle circule, écoute, la première fois, je trouvais ça magique. C'est vrai. Mais oui, je te jure. Et donc, en fait, ce que je veux explorer avec ça sur cette relation entre magie et technologie, c'est le fait que on est souvent avec cette impression qu'on a des forces qui nous dépassent. Et donc, ça va avec une certaine opacité. Si on parle de magie, c'est parce qu'on est face à quelque chose qu'on trouve puissant et sur lequel on n'a pas beaucoup de prise. Et puis, il y a un Arthur, c'est son nom, Arthur, un auteur de science-fiction, Arthur C. Clarke, qui disait que toute technologie suffisamment avancée va être impossible à distinguer de la technologie. Et ça va avec certains impacts sociaux. Et puis, je remonte encore un peu le temps, mais justement, un anthropologue, puisque voilà, c'est la fonction que j'occupe, mais un anthropologue français, Marcel Mauss, en 1902-1903, disait que la technologie, alors évidemment pas numérique à ce moment-là, mais et la magie se rejoignaient beaucoup. Il y a une forme de mystique en fait autour de ça. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est cette dimension de puissance, de magie, et ça nous permet de comprendre, en fait, si on essaie de voir ce qu'il y a derrière, de comprendre comment ça fonctionne. Alors après, il y a différentes sortes de magie, on sait ça au moins depuis Harry Potter, des magies blanches, des magies noires, des magies maléfiques ou pas. Et puis, en fait, donc quand je veux parler d'enchantement et préjudice, c'est de voir les problématiques qu'il y a derrière quand les technologies peuvent blesser ou heurter du monde. Ouais, alors, les exemples manquent pas dans l'actualité. C'est épouvantable. Depuis quelques années. Ces derniers temps. Donc, par exemple, tu vois, même une revue qui s'appelle Numérama, qui travaille sur le numérique, l'informatique, parlait de missiles hypersoniques, donc dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. Et on souligne le fait que ça va à 6000 km/h, donc c'est impossible à distinguer. Mais plus récemment, il y a un exemple qui m'a vraiment plus marqué, nous tous, je pense, c'est l'attaque des beepers au Liban. Donc c'était des beepers le 17 septembre et puis le 18 septembre, c'était les talkie-walkie le lendemain. Et ce qui est intéressant à côté du drame qui est là, c'est de voir à quel point la presse a parlé d'exploits technologiques, de prouesses. Et puis, juste pour rappeler, il y a quand même eu 12 morts le 17 septembre et puis 3000 blessés. Le 18 septembre, on parlait de 9 morts et des centaines de blessés. Mais vraiment, le traitement de la presse a été autour de cette maîtrise tactique incroyable. Et puis donc c'est ça, si on regarde la manière dont ça a été nommé, opération sophistiquée, succès tactique, coup de maître, attaque épique. Donc la prouesse technologique est plus soulignée que l'attentat politique.
faire ombrage en quelque sorte au drame humain qui se cache derrière, c'est ça? Oui, c'est ça en fait exactement. Ce qui a été montré dans ces analyses-là, c'est que la magie, en fait, l'accent est mis sur la prouesse comme là, on sait pas comment ont été piégés ces artefacts. Donc ça fait complètement oublier le drame humain, les civils qui ont péri. Et puis des enfants, je pense qu'il y a il y a des enfants, mais c'est ça, parce qu'en fait l'idée c'est un attentat qui a été attribué à Israël, mais l'idée avait été de se dire, ça cible que les gens du Hezbollah. En réalité, il y a des gens qui ont des beepers dans les hôpitaux aussi, et puis il y a toutes les personnes qui étaient autour, en fait. Et puis, voilà. Et pour parler encore d'un autre exemple, il y a aussi, un peu peut-être... j'allais dire peut-être moins tragique, mais qui est une autre forme de préjudice, c'est la reconnaissance faciale aussi. Donc là, peut-être au début, on a aussi été impressionnés avec une sensation de magie, même si maintenant on a tous intégré que ça pouvait être... ça allait de pair avec une surveillance généralisée, mais il y a une chercheuse, artiste, Joy Buolamwini. J'avais toujours du mal à prononcer son nom. Joy Buolamwini, voilà, c'est son nom. C'est pas simple, je me suis pas simplifiée, mais en tout cas très intéressant son travail. Et c'est elle qui a notamment, qu'on voit beaucoup dans le film, le documentaire Coded Bias. Et puis elle a montré qu'en fait, elle a fait des expériences, son visage noir n'était pas reconnu par des systèmes de reconnaissance faciale. Donc en fait, c'est un autre exemple où on peut être complètement admiratif d'une technologie aussi avancée soit-elle, et finalement elle laisse des tas de gens derrière, ce qui peut avoir des impacts dans les conséquences de la surveillance, la discrimination et ce genre de choses. Tout ça, c'est très triste, mais tu avais promis de finir ta chronique avec des exemples un peu plus lumineux, porteurs d'espoir. Qu'est-ce que tu as pour nous remonter le moral ce matin? Oui, il y en a plusieurs. Bon, déjà, c'est peut-être aussi se rappeler que c'est ça. Alors, c'est pas nouveau, cette histoire des technologies qui nous impressionnent, parce que, par exemple, la première fois que le film des Frères Lumière, c'est en 1896, a été présenté, je sais pas si tu avais vu ça, mais c'est un train qui arrive en gare, tout simplement. Et puis, les gens ont fui la salle. Exactement, parce qu'ils étaient très impressionnés par ça. Et il y a un artiste, designer, Tobias Revel, qui a montré qu'en fait, aujourd'hui, on se croit à la magie de la technologie, mais de la même façon, mais sauf qu'on lui fait confiance. Donc, il rappelle qu'il y a eu des véhicules autonomes qui ont pu foncer dans des gens qui n'ont jamais bougé parce qu'ils étaient tellement convaincus que des véhicules autonomes allaient forcément les éviter. Donc voilà, et puis pareil, les premiers coups de fil, téléphone, télégraphe, il y a des appels de sorcellerie. Mais donc dans les initiatives nouvelles, en fait, enfin pas nouvelles, mais dans les alternatives, la résistance, qui vont nous remonter le moral, déjà elles sont pas toutes technologiques. Donc il y a par exemple, c'est Amnesty International, l'ONG qui a fait une analyse très précise sur l'affaire des beepers justement au Liban, et qui a pu rétablir un peu le fait qu'on était davantage face à un crime de guerre, pour rétablir un peu cet aspect-là. Après il y a des journalistes aussi, donc c'est Pauline Bock avec Arrêt sur Image qui a fait ce décryptage de champ lexical autour de la magie et de la prouesse au détriment des civils. Et puis pour reprendre le travail de Joy Buolamwini, je l'ai mieux dit, elle aussi fait un travail incroyable. Elle a monté Algorithmic Justice League, donc la Ligue de justice algorithmique. Donc ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. Je vais faire un segment spécial sur les algorithmes. Il y a beaucoup de choses à dire et à décrypter aussi. Mais elle est artiste, elle a fait des vidéos, elle a fait des poèmes pour montrer qu'en fait, même les personnes les plus connues, les plus médiatiques, comme Michelle Obama, Serena Williams, par exemple, n'étaient pas reconnues comme des femmes dans les systèmes de reconnaissance faciale, mais elle en a fait tout un donc à la fois des formes de résistance artistique, poèmes, vidéos, pour complètement sensibiliser à ça. Et puis, puisqu'on parle aussi d'IA magique, peut-être dans les plus récentes, il y a tout ce qui est l'IA générative, mais d'images. Et donc là, les artistes, plusieurs s'expriment, on peut les comprendre, tannés de se faire un peu piller des créations pour en recomposer d'autres. Mais là aussi, il y a eu des réactions face à ça. Il existe maintenant des plateformes comme
Glaze ou Nightshade qui permettent d'empoisonner, on va dire, ou de piéger les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, on peut rajouter des pixels dans les œuvres qui vont faire que ça se voit pas à l'œil nu pour nous, mais que les systèmes d'apprentissage automatique vont avoir beaucoup de mal finalement à détecter. Donc, c'est une manière de retourner un peu les systèmes d'IA contre eux-mêmes. Tu veux dire avec par exemple, une image, c'est ça? Oui, par exemple, oui, en fait, c'est ça. Ce sont des pixels, par exemple, si tu as créé une photo, tout simplement, ou même un dessin, ou même une peinture que tu veux numériser. Et en fait, ce système-là ajoute des pixels qui vont faire... Ouais, c'est ça, secrets, cachés, qui vont faire que c'est absolument pas reconnaissable donc nous, on ne va pas le voir, mais pour la manière dont fonctionnent les systèmes d'intelligence artificielle, ça va complètement brouiller l'image. Donc, il y a des alternatives comme ça, c'est important. Il y a une rébellion qui s'organise. Oui, c'est important, en fait, de pas, justement, dans cette ère du magique, de pas croire que, justement, déjà, c'est pas magique, on a bien compris, il y a des humains derrière, et puis il y a des préjudices. Donc, mais il y a aussi des alternatives et ça nous encourage. Et je finirai toujours de cette façon-là, effectivement. Il y a une question qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est celle du degré de... À partir de quand on va commencer à être blasé? Parce que on appelle ça de la magie parce qu'on s'extasie devant cette technologie-là qui est trop compliquée et qu'on ne comprend pas. Mais à chaque, par exemple, pour ce qui est des iPhones ou des objets d'utilité courante, les développeurs sont obligés de surenchérir dans la magie, entre guillemets, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle génération de produits pour bien provoquer ce sentiment-là chez les gens, parce qu'on est d'abord des consommateurs pour eux. Est-ce qu'on va atteindre à un moment donné une espèce de plafond technologique à partir duquel on aura, les consommateurs lambda comme toi et moi, on aura pas mal tout vu, puis on va commencer à être de plus en plus difficile à impressionner. Et vieux, et vieille. C'est ça. Et blasé aussi devant les technologies. Oui, c'est sûr que c'est un risque. C'est pas par hasard aussi que je termine les chroniques par quelque chose autour de la résistance des alternatives. C'est au moins pour éviter le cynisme et puis c'est aussi une manière, en ayant une conscience critique, de pas se laisser imposer des technologies autoritaires. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Au bout d'un moment, on va plus être impressionné. Ça serait bon signe, en fait. Parce que c'est, avec ce que je viens de décrire, on comprend que cette sensation de quelque chose de magique ou de puissance qui nous dépasse, ça fait partie d'un arsenal rhétorique, en fait, pour nous convaincre. Donc, il y a des enchanteurs. Donc, c'est à nous de défaire le sort, ou en tout cas de plus être impressionné. Et puis, mais je pense que oui, on va être blasé à un moment donné. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aussi se déconnecter ou s'éloigner de ça. Oui, on sent ça aussi. Voilà, donc... Parce qu'on prend la mesure de l'impact que ça a sur notre vie de tous les jours, sur notre sommeil, sur notre attention, sur Exactement, notre concentration. On n'est pas forcément plus heureux, on n'a pas forcément plus d'amis parce qu'on a des milliers de connexions. Donc effectivement, non, je pense que petit à petit, le sort est en train de... L'enchantement se brise. Oui, se brise, exactement. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour ta prochaine chronique, tu vas avoir un invité. Et oui, je suis très contente. Donc, pour la chronique du 23 octobre, on va avoir comme invité Martin Hébert, qui a donc accepté l'invitation. Il est professeur au département d'anthropologie. Puis ça va être une chronique, je pense, vraiment intéressante. On va parler du film Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Qui apparemment est une croûte abominable. Mais écoute, les critiques... L'as-tu vu, toi? Bien sûr que oui. Ah bon? Et puis Comment j'aurais pu en parler si... Après, écoute... Je me disais peut-être qu'elle va le voir dans les 2 semaines qui viennent. Non, déjà fait. Ouais. Alors. Mais écoute, moi je suis pas critique de cinéma, donc c'est pas sur ce terrain-là qu'on ira jamais. Moi personnellement, j'ai trouvé ça absolument jubilatoire. Ah bon, c'est vrai? Oui, un univers esthétique qui m'a beaucoup plu. Je suis contente qu'on soit pas justement avec un vieux cinéaste qui nous propose quelque chose de blasé. C'est pas blasé du tout. C'est Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola et puis Adam Driver qui est exceptionnel comme interprète. C'est vraiment un continu de. Et puis en fait, ce dont on va parler dans la chronique, ça va être un prétexte pour parler d'utopie, de mondes oniriques et de villes du futur. Donc c'est ce dont on va parler utopie, avec... monde onirique. C'est quoi le deuxième mot? Les mondes oniriques, le rêve en fait, parce que c'est vraiment une fable. Ah, les mondes oniriques, les mondes oniriques. Ah, j'ai fait la liaison. Les mondes oniriques. C'est ça qui nous a piégés. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis les villes du futur. Donc ça va être l'occasion de réfléchir autour de ça. Et non, moi à titre personnel, j'ai trouvé ça très intéressant. T'hésites pas à encourager nos auditeurs à aller le voir.
Ouais, alors là, c'est m'engager beaucoup. Ben, c'est ça, parce que si évidemment, non, s'ils s'emmerdent, c'est qu'ils vont te tenir responsable. Écoute, je l'ai dit, je suis pas critique de cinéma, mais c'est sûr moi j'y ai vu, puis enfin c'était aussi à l'initiative de Martin Hébert, mais on y a vu une matière à discussion, à réflexion géniale. Et donc en fait c'est ça, il propose une fable, une utopie, il rêve, donc quelqu'un de plus de 80 ans qui rêve. Moi, je sais pas, ça m'inspire. Très hâte de vous entendre là-dessus dans 2 semaines. Oui, vraiment, on va préparer ça. Mercredi dans 2 semaines, voilà. Ouais, avec grand plaisir. Yes. Merci beaucoup, Sandrine. Fascinant, comme ça l'était la première fois et comme ça le sera certainement dans 2 semaines, le 23 octobre. Oui, je l'espère. Bye bye.